Mais rebonjour, donc nous avons vu dans les vidéos précédentes les enjeux de la méthanisation. Nous avons produit au niveau des technologies du biodigesteur les biogaz dont on a besoin. Et dans ces technologies, on vous a présenté les différents types de digesteurs en insistant sur la partie biogaz domestique, donc biodigesteur domestique. Dans cette vidéo-ci, on va regarder comment nous allons entretenir le fonctionnement et maintenir en bon état de marche notre digesteur. Notre présentation va se décliner en deux parties. La première, c'est l'entretien et la seconde, c'est la maintenance. Je fais la part des choses entre l'entretien et la maintenance, même si l'entretien est un aspect de la maintenance, mais c'est la partie préventive de la maintenance. L'entretien, en tant que tel, est décliné sous plusieurs aspects. Mais le plus important, mais pour nous, c'est une bonne alimentation du digesteur. Et pour ça, il faut bien préparer les aliments. Il faut apporter les aliments dans une fréquence régulière, mais il faut également que l'alimentation soit équilibrée. À la limite, c'est un peu comme nous hommes. Il faut qu'on mange des aliments en quantité et en qualité pour qu'on soit en bonne santé. Dans les techniques de préparation des éléments ou des aliments, il est important de bien les broyer quand les conditions le permettent, en tout cas d'enlever toutes les particules grossières. L'idée, c'est de mixer le tout avec de l'eau pour faciliter le transit, surtout dans les conditions de production du biogaz par la voie liquide. Et c'est ça d'ailleurs qui permet d'accélérer le principe de dégradation par les bactéries. Parce que quand les aliments ou les aliments que vous mettez dans votre digesteur sont de grosses particules, leur dégradation est beaucoup plus lente. Dans les aspects fréquence, il est recommandé de faire tous les jours l'alimentation du biodigesteur. Il peut arriver par mégarde qu'on voyage et qu'on s'absente un temps, une semaine, jusqu'à une semaine. En général, il n'y a pas de risque majeur parce que les bactéries ne meurent pas parce que vous ne les avez pas alimentées tous les jours. Mais par contre, ça diminue leur potentialité à produire du biogaz. Et l'autre aspect également, il faut que l'alimentation soit équilibrée, c'est ce qu'on disait tantôt dans les conditions préalables, donc un bon rapport carbone-azote. S'agissant de l'alimentation, il y a 4 points principaux sur lesquels il faut faire attention. Il y a les aliments fibreux. Ces aliments, surtout quand elles sont sèches et dures, je crois qu'il faut les éviter, surtout dans les petits biodigesteurs, parce que ça risque de se déposer au fond et ça va diminuer la taille de votre digesteur et ça va diminuer donc sa propension à produire du biogaz. Les aliments verts sont vraiment recommandés. C'est la partie carbone de notre alimentation. On disait un bon rapport, mais c'est sur N. Cette partie verte, on l'a au niveau des épluchures de légumes, de l'herbe quand on fait de la tonne de gazon, tout ce qui est matière verte, les résidus des récoltes également. L'idéal est de les broyer quand c'est possible, en tout cas de les réduire en particules fines. À ça maintenant on va ajouter des parties azotées. L'alimentation à éviter, c'est pas interdit, mais c'est vraiment quand on ne peut pas faire autrement. Donc mettez un peu de viande, du lait, des œufs. Le lait et la viande c'est moins gênant. Non, le lait et les œufs c'est moins gênant. Mais les viandes par contre ça contribue à augmenter les quantités d'azote et à déséquilibrer notre rapport carbone-azote. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit qu'il faut les éviter un peu. Les aliments à modérer, c'est de l'huile alimentaire surtout, mais surtout pas d'huile minérale. L'huile moteur là, il n'est pas fait
pour le digesteur, il ne faut pas du tout, alors pas du tout l'utiliser. Et les huiles alimentaires, c'est très bien, surtout en début, après avoir démarré, on se rend compte que notre biogaz ne s'allume pas. Souvent, avec un peu d'huile végétale, on arrive à rééquilibrer les milieux, à dissoudre le CO2 qui sont souvent la cause de cet effet-là, et ça permet donc d'avoir une bonne flamme bleue. Mais par contre, le risque, c'est qu'en excès, et comme dans toute chose, il peut créer des phénomènes d'acidité. Quant à la qualité de l'alimentation du digesteur, on a beaucoup insisté sur les rapports carbone-azote. Il faut vraiment apporter des éléments riches en carbone, mais également des éléments riches en azote. Et un bon rapport carbone-azote, comme on a dit, il doit être compris entre 18 et 25. Là, ici, vous avez quelques indications sur le ratio carbone-azote compris dans certaines déjections. Par exemple, les excréments humains, ils ont un ratio C sur N égale à 8, donc ils sont largement inférieurs à la branche recommandée qui est de 18. Les excréments du porc sont le début vraiment d'un bon rapport carbone-azote. Ensuite, les ovins, les bovins. Les bovins restent d'ailleurs au niveau, en tout cas, de la partie animale, ce sont les bovins qui ont le meilleur rapport carbone-azote. C'est pour ça d'ailleurs, il est recommandé souvent de démarrer notre activité avec de la bourse de vache, donc des excréments bovins. Alors, une fois qu'on a alimenté, maintenant il y a un certain nombre de circuits auxquels il faut veiller. Et le premier circuit auquel il faut veiller, c'est le circuit gaz. Donc il faut vraiment entretenir les circuits gaz. Parce que les bactéries, en dégradant la matière organique, ils produisent du biogaz. Je rappelle juste la composition du biogaz. Il est riche en méthane, CH4, donc 50 à 70%, du gaz carbonique entre 35 et 40%, de l'oxygène et du dihydrogène sulfuré, vraiment le H2S, qui doit être infiniment petit, en quelques particules par million, c'est ce qu'on appelle les ppm, et il doit être inférieur à 200 ppm. Voilà, donc vraiment, ça c'est la composition du biogaz, et cette composition est la composition idéale qu'il faut rechercher quand on est dans du biogaz de cuisson. Alors, qu'est-ce que ça signifie maintenant? Entretenir les circuits gaz. Pour que le biogaz quitte l'unité et aller vers le point de consommation, il faut veiller à enlever l'eau. Mais d'où vient cette eau? Cette eau provient du flux ou de la friction du gaz du point de production vers le point de consommation. Ça passe par un tuyau et dans le tuyau, le gaz qui court, les phénomènes de friction créent de la vapeur d'eau et quand il y a beaucoup d'eau ou beaucoup de gaz qui courent en même temps, donc il y a de l'eau sécrée et pour enlever l'eau qui est dans le gaz, donc il faut créer ce qu'on appelle des pièges à eau. Soit c'est des pièges simples. Là, vous avez dans cette image ici des modèles des pièges à eau qu'on a installés dans la présentation que je vous ai faite récemment là sur l'autre vidéo. Donc ce sont ces modèles de pièges à eau qu'on a installés dans le restaurant juste avant que le biogaz ne rentre dans l'unité de production d'énergie. Donc il passe d'abord, là il arrive, il passe dans ce piège à eau. L'eau qui est plus lourde reste ici et le gaz poursuit son chemin là. Donc du coup, l'eau
à un moment donné, on ouvre ici une vanne et on récupère l'excédent d'eau. Et c'est juste un phénomène de condensation qui se passe, et donc il faut régulièrement ouvrir les pièges à eau pour récupérer ou enlever l'eau qu'il y a dans le biogaz. Alors, pour enlever le dihydrogène sulfuré, qu'on appelle communément H2S, donc nous avons souvent dans nos installations des filtres à H2S. On va vous les montrer dans le slide qui va suivre. Donc ces filtres H2S sont souvent remplis de granulés d'oxyde de fer, ou on peut aussi ramasser de la limaille de fer qu'on peut ramasser dans les menuiseries métalliques là. Et on remplit notre circuit, on fait un contenant dans lequel on pose l'oxyde de fer ou la limaille de fer, qui ont la particularité de fixer le dihydrogène sulfuré qui est produit par le biogaz. Ça, c'est sur les petites installations. Donc la même chose se fait également dans les grandes installations. Il y a cette partie physique de fixation de la limaille de fer, du dihydrogène sulfuré. Mais on fait aussi un traitement biologique en insufflant un peu d'air dans le digesteur. C'est paradoxal, mais c'est peanuts, c'est très petit par rapport au volume total du biodigesteur et ça n'influe pas sur les aspects anaérobies de la dégradation de la matière organique. Donc là, vous avez quelques outils donc de filtre pour enlever ou éliminer l'H2S, en tout cas le ramener à moins de 200 ppm. Donc là, c'est des types de filtres qui sont utilisés. Ça, c'est là-dedans que ça c'est livré, c'est déjà préparé par les vendeurs en général, et il y a dedans de l'oxyde de fer qu'il faut ouvrir tous les 3 mois pour l'aérer, donc le régénérer. Mais comme on dit, il suffit juste de l'ouvrir, de laisser au soleil, l'H2S va s'évaporer et vous reprenez vos granulés et vous les mettez à nouveau dans la boîte ou son contenant. Donc là, ça c'est le modèle, et voici comment nous l'avons nous-mêmes installé dans la présentation que j'avais faite derrière les restaurants. Et voilà, on a ici le piège à H2S, ou si vous voulez, les filtres à H2S. Voilà. En dehors des circuits, il faut également entretenir les points de consommation. Donc là, ce sont les brûleurs. Et il est en général recommandé de regarder les ouvertures, parce qu'il y a des manettes qui permettent de le faire sur certains types de réchauds. Et ça permet de calibrer l'arrivée du biogaz au niveau du point de consommation. Et souvent, quand c'est fermé, il n'y a pas ça ne brûle pas du tout. Donc il faut regarder comment il est, l'ouvrir petitement ou le fermer en fonction de la quantité de biogaz qui arrive ou qui n'arrive pas. Donc il faut surveiller régulièrement comment ça se passe. Sur d'autres, lorsqu'on veut maintenant adapter le biogaz dans une unité qui n'est pas fait pour, je veux dire dans un réchaud qui n'est pas fait pour, souvent, comme quand on a un réchaud butane à la maison et qu'on veut le connecter avec son unité de biogaz, il est recommandé de démonter le gicleur uniquement et de faire une injection directe du biogaz au niveau du réchaud. C'est ce que nous avons fait ici dans cette installation-là. Vous voyez, là, donc on a posé, le biogaz arrive par le tuyau jaune ici. On a posé une vanne qui remplace le bouton qu'il y avait sur le réchaud. Et on a connecté directement par le tuyau bleu et jaune, donc l'injection du biogaz au niveau du réchaud qu'on a acheté dans le commerce classique. Et vous voyez, il y a ici une flamme. Donc quand on ouvre notre vanne et qu'on met une flamme, donc le réchaud s'allume et on fait l'activité pour laquelle il est prévu. Là, c'est juste on montre un peu quelle est la bonne carburation quand tout est
au point. Ça, c'est un réchaud industriel, donc qui vient avec le digesteur en général, hein, c'est un package. Et dans ce kit, on a un réchaud. Là, c'est un double réchaud en général. Et vous voyez qu'on a une très bonne flamme ici, quoi. Mais là où je voudrais juste attirer votre attention dessus, c'est le fait que les flammes de méthane sont moins visibles que celles de propane ou de butane. Là, on a l'impression qu'il n'y a pas de flamme. Pourtant, quand on regarde là, la flèche, il y a une petite flamme là, hein, une petite lueur rosâtre. Bien justement, c'est parce que c'est du méthane et ça brûle comme ça. Sauf s'il arrive en grande quantité comme là. Mais sinon, c'est la flamme, il faut vraiment faire attention parce qu'on risque, il y a des risques de... Alors, l'autre chose sur laquelle il faut veiller, c'est les pressions, parce que le biogaz n'a pas du tout de pression. Contrairement à ce qu'on pense, on parle beaucoup d'explosion, mais le biogaz n'explose pas, parce qu'il n'a que quelques millibars de pression. C'est pour ça, d'ailleurs, les compteurs, les manomètres de mesure du biogaz, c'est de 0 à 15 kilopascal. C'est même pas de l'ordre du bar, c'est de l'ordre du kilopascal. Et pour maintenant s'assurer qu'il y a une pression, nous avons des sacs de sable dans ce cas précis. Et ces sacs de sable, là, il y en a 48 dans le modèle Home Biogaz. Et on les insère dans les poches qui sont prévues pour. Et on le pose au-dessus du gazomètre. Et comme ça, on exerce une pression de 48 kg sur l'ensemble du gazomètre. Et ça permet d'augmenter le flux du gaz, du biogaz, donc, du point de production au point de consommation. On peut aussi mettre dessus, en plus, une pompe à biogaz. Ça, c'est le cas, hein? C'est le cas de l'installation qu'on a fait au restaurant et qu'on vous a présenté récemment. On a couplé notre unité de biodigesteur avec une pompe à biogaz solaire, cette fois-ci, pour rester dans des processus bas carbone. Et nous avons pompé, donc aspiré, plus rapidement pour avoir la belle flamme bleue que vous avez vue précédemment. Un autre aspect auquel il faut faire attention sur les circuits gaz, c'est l'étanchéité. Il faut s'assurer vraiment qu'il n'y a pas du tout de fuite. Donc une fois par semaine, il faut regarder ou resserrer tous les points de jonction. Tous les colliers et les joints doivent être revus, resserrés, pour s'assurer qu'il n'y a pas du tout de fuite. Et une fois qu'on a fait les serrages idoines, faites des tests de fuite en utilisant de l'eau savonneuse. Et une fois que vous faites passer de l'eau savonneuse sur les points de jonction, quand il y a de la fuite, des bulles se forment. Et à ce moment-là, vous prenez les mesures idoines, soit vous remplacez les joints, ou bien vous refaites les serrages qu'il faut, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fuite du tout. En gros, ça c'était les aspects maintenance, entretien. Les aspects maintenance, c'est lié à des problèmes constatés, les causes éventuelles et les solutions potentielles. Je ne vais pas insister outre mesure. Dans l'ensemble de la présentation, on a listé un certain nombre de problèmes, les causes et les solutions préconisées. Je vais juste vous laisser vous référer à ça. Et comme ça, on a présenté un certain nombre de cas sur lesquels vous pouvez être confronté à ça. Donc ça, c'est un peu la suite des cas qu'on a recensés en termes de maintenance curative. Par exemple, ici, le réchaud ne s'allume pas. Même après la première, le réchaud ne s'allume pas. La raison, c'est qu'il y a beaucoup de gaz, beaucoup de CO2 dans le gaz, mais il y a de l'eau dans la tuyauterie. Donc ici, il n'y a pas beaucoup de choses à faire, il faut juste libérer le gaz. Et quand il s'agit de l'eau dans la tuyauterie, il faut ouvrir les vannes et laisser l'eau s'écouler tout simplement. Donc il faut juste purger le biogaz en ouvrant le robinet du piège à eau. Donc là, c'est d'autres cas de problèmes rencontrés et l'explication possible et les solutions. C'est la même chose aussi dans ce slice-là. Et la même chose dans ce slice-là aussi.
Donc, une fois qu'on a produit notre biogaz, on a maintenu nos installations, on a entretenu et réparé. Maintenant, on va regarder les autres aspects de la méthanisation, qui est le digestat, qui est le coproduit de la méthanisation. Ça sera l'objet de la prochaine vidéo.